Bonjour à tous, voici la vidéo qui correspond à votre chapitre 4 de géographie. Donc, on avait commencé le chapitre en voyant ces 4 photos, le Louvre-Lens, le viaduc de Millau, le stade Pierre-Mauroy et cette barre Clémenceau donc, qui était située à Lille. Quel était le point commun? Vous m'avez trouvé que c'était 4 constructions qui étaient faites par l'État, 4 aménagements différents. Et c'est en effet le thème de tout le thème de géographie de troisième, l'aménagement, donc d'abord en France métropolitaine et ensuite dans les territoires ultramarins. Donc là, le chapitre 4, c'est vraiment sur la France métropolitaine. L'aménagement répond à un besoin de répondre aux inégalités croissantes entre territoires français et à toutes les échelles, à l'échelle des villes, à l'échelle des régions, à l'échelle du pays entier. D'accord ? La problématique, c'est dans quelle mesure les politiques publiques d'aménagement peuvent-elles réduire les inégalités entre territoires. Comment l'aménagement en France fait qu'il y a moins d'inégalités, moins de différences entre tous les territoires français. On avait commencé avec une étude de cas sur le Louvre-Lens, que je vous avais proposé, donc avec 2 vidéos qui sont sur le Padlet, il me semble. Et donc vous retrouvez sur le Padlet, plus donc ces documents-ci, pour cette étude de cas. Donc, cette étude de cas nous avait permis de voir que à l'échelle donc nationale, on avait commencé par situer, primordial en géographie, donc à l'échelle nationale, le Louvre-Lens est situé dans les Hauts-de-France, au nord, près de Lille, en France. À l'échelle de Lens, le musée, on a dit qu'il était proche du centre-ville, sur une ancienne friche minière. Il est à proximité d'une gare également. Alors la gare, elle est là. D'accord, donc ça c'est important parce que c'est important de le relever, ça va faire, faciliter l'arrivée de visiteurs, d'accord. Et de l'autoroute. Alors, il a été financé par la région, en grande partie, donc les Hauts-de-France, et l'Union européenne. Et donc beaucoup de projets d'aménagement aujourd'hui, c'est ça, c'est la région et l'Union européenne. Rappelez-vous qu'une étude de cas, c'est représentatif de ce qu'on peut trouver ailleurs. Donc si la majorité du temps, on vous dit que si le Louvre-Lens est financé par la région et l'Union européenne, vous pouvez dire que dans la majorité des cas, c'est la région qui finance et l'Union européenne. Et en fait, finalement, plus beaucoup l'État, plus beaucoup la France. Donc l'Union européenne, ça passe par le FEDER, ça je vous ai dit, c'est un mot qu'il faut connaître, le Fonds européen de développement économique régional. C'est le fonds qui s'occupe dans l'Union européenne de l'aménagement. Alors, Lens a été choisi. Pourquoi? Ça, c'était dans la vidéo. Eh bien, pour rapprocher la culture d'une population qui la fréquentait pas ou peu. Rappelez-vous les gens qui disaient qu'ils n'avaient jamais été au musée, etc. Qui ne va pas au musée d'habitude. Ça a été vu aussi comme un espoir de créer des emplois, de la richesse, parce que les visiteurs ils vont dépenser à Lens du coup, dans cette ville qui est en crise économique et industrielle, vu qu'on est dans une ancienne friche minière industrielle. Dans le nord de la France, on est vraiment dans une région en crise industrielle. On avait de l'industrie avant, et puis finalement cette industrie a fermé, par exemple les mines de charbon. Donc voilà, il faut trouver quelque chose pour remplacer cette activité. Qui a été consulté pour ce projet? Également le maire, les habitants. Certains habitants d'ailleurs trouvaient le projet mal adapté à la région, d'autres pensaient que c'était une bonne idée. Le maire, lui, était très enthousiaste du projet pour redonner une bonne image de sa ville. Finalement, le bilan, il est assez mitigé, c'était ce document-là, les effets économiques et le Louvre-Lens, on attend toujours les retombées économiques. Il manque. Ici, je vois un petit guillemets, bon bref. Donc le bilan mitigé, on avait dit. Pourquoi? D'un côté, les commerces et les restaurants fonctionnent mieux, cela crée de l'emploi, il y a 600 emplois qui ont été créés. Ça aussi rapprochait les habitants de la culture. Dans l'article, on disait qu'il y avait 65% des visiteurs qui étaient originaires de la région. Donc, selon les objectifs du Louvre-Lens à la base, c'est du coup le bilan est plutôt positif. Mais d'un autre côté, il y a moins de visiteurs qu'espérés.
D'accord? Et le musée ne gagne pas assez d'argent, donc il est en déficit. Et la mairie et la région doivent toujours continuer à le subventionner. Pourquoi? Parce qu'on avait dit qu'il n'y avait pas assez de visiteurs étrangers et que c'était eux qui dépensaient le plus, en fait. Donc voilà pour cette étude de cas du Louvre-Lens. Donc finalement, si on veut répondre à notre problématique, qui est dans quelle mesure les politiques publiques d'aménagement peuvent-elles réduire les inégalités entre territoires? Là, on avait un territoire pauvre, éloigné de la culture. La politique publique d'aménagement, c'est la création du Louvre-Lens. Est-ce que ça réduit les inégalités? Oui, en partie parce que, eh bien, vraiment, les visiteurs du Louvre-Lens, ce sont des visiteurs de la région. Il y a de l'emploi qui a été créé. Donc, sur ce point-là, sur cette inégalité-là, c'est bien, mais c'est pas une franche réussite puisque on doit quand même continuer d'injecter de l'argent dedans et on n'a pas réussi à attirer des touristes étrangers comme ça peut être le cas pour des villes comme Paris. Donc une certaine égalité entre territoires reste, vous voyez. Et donc c'est toujours ça qu'il faut vous poser quand vous avez comme question, quand vous avez un exemple d'aménagement en France métropolitaine. Quelles étaient les inégalités qui devaient être corrigées? Est-ce que ça a marché ou pas? Et souvent, ça a marché, mais pas forcément toujours très bien. D'accord? Ok. On était revenu sur plusieurs aménagements, donc ces quatre-là, plus je vous avais parlé aussi de la maison médicale et de Mortagne. Et donc du coup, ensuite, on s'était dit finalement qu'aujourd'hui en France, il y avait de multiples aménagements pour renforcer les territoires. Alors, le grand A, c'est pourquoi finalement on aménage. Donc, la volonté d'aménager, c'est réduire les inégalités et conserver son attractivité. On avait dit qu'aujourd'hui en France, plusieurs espaces attirent des populations. Ça, c'est un rappel du chapitre 1 et du thème 1 en général. Les entreprises aussi, donc les aires urbaines, surtout les aires urbaines métropolitaines, ça vous en souvenez bien, les grosses métropoles, Toulouse et Paris, par exemple, les zones frontalières, comme la frontière franco-allemande, ou les littoraux, comme ceux du sud-ouest, en raison de l'héliotropie. Ça, on l'avait dit, ça vous le maîtrisez bien, normalement, c'est bon. Ça a entraîné une volonté d'aménager les territoires français pour plusieurs raisons. Donc, redonner de l'attractivité, c'est ce qu'on a dit avec le Louvre-Lens, pour des territoires qui sont en crise, comme par exemple dans le nord de la France. Pour certains territoires, on avait parlé là du stade Pierre-Mauroy à Lille, c'est garder son attractivité. D'accord? Donc toutes les aires urbaines, elles continuent d'aménager, alors qu'elles sont déjà attractives, elles vont continuer de faire des aménagements pour garder son attractivité. Et on avait dit aussi réduire des inégalités d'accès. Donc là, par exemple, avec la maison médicale, réduire les inégalités d'accès aux soins, au logement, c'est pour ça que on détruit des anciens logements pour construire des nouveaux. Inégalité d'accès au travail aussi. Hein. On peut envisager que des entreprises soient incitées à s'installer à certains endroits là où il manque de travail. Au transport, là, par exemple avec le viaduc de Millau, ou les extensions de lignes de tram, par exemple à Toulouse qu'on avait vu. Inégalité d'accès à la culture, là encore le Louvre-Lens. Hein. Ou relier plus facilement Paris au reste de la France. Donc vraiment, c'est ça, ces trois objectifs de l'aménagement. Redonner de l'attractivité à des territoires en crise, garder son attractivité, réduire des inégalités d'accès aux soins, au logement, au travail, au transport, à la culture. Alors, les formes d'aménagement, du coup, on en a déjà vu plein. Plein durant toute l'année déjà qui s'est écoulée. Le but c'est de vraiment reprendre des formes d'aménagement qu'on a déjà vues pour pas que vous ayez beaucoup d'exemples en tête. Donc, l'aménagement prend des formes multiples. Voilà. Et à différentes échelles. Ça peut être un aménagement à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une région. Voilà. L'aménagement d'infrastructures de transport. Donc par exemple, je vous avais parlé de la ligne Paris-Bordeaux. Et qui doit à terme s'étendre jusqu'à Toulouse. Ça, c'est à l'échelle du pays. À l'échelle de la ville, on avait parlé de l'extension des lignes de tram à Toulouse. Voilà. Les politiques urbaines d'aménagement, donc l'aménagement des quartiers pauvres, là encore on avait vu à Toulouse Bagatelle, donc c'est tout ce qui est le renouvellement urbain. Je reviens pas dessus, on l'a vu dans le chapitre 1. L'aménagement culturel, hein, le Louvre-Lens, qui est là, ok.
Les politiques de zonage. Alors ça, je vous ai dit, c'est hyper... en France, ça marche vraiment comme ça. On crée des zones avec des avantages. Voilà, il y a des zones en France qui sont dédiées, qui ont des avantages. C'est une politique de zonage, ça c'est une politique d'aménagement. Donc par exemple, les zones de revitalisation rurale, hein, tout ce que vous voyez en vert ici, pour que où il y a des taxes en moins, des avantages pour les entreprises pour qu'elles s'y installent. Là, c'est vraiment l'inégalité d'accès au travail que l'on veut et d'accès aux services aussi que l'on veut mettre en place. Donc, par exemple, la ZRR du Cantal, ça c'est ce qu'on a vu dans le chapitre 3. Autre politique de zonage pour préserver l'environnement, cette fois-ci, là, les PNR, hein, les parcs naturels régionaux, vous en avez 56 en France. Il y a aussi des parcs nationaux, qui en a un petit peu moins. Et lui, là, on avait vu le parc des volcans d'Auvergne, celui qu'on avait vu dans le chapitre 3. Bien sûr, avant tout ça, je vous avais expliqué que avant de créer voilà, un parc naturel régional à un endroit ou une zone de revitalisation rurale à un autre endroit, il y a toute une étude qui est mise en place. C'est ce qu'on appelle des études de prospective territoriale. Voilà, pour étudier le bien fondé des aménagements. Est-ce que si on fait à cet endroit-là un aménagement, ça va fonctionner ou pas? Quel type d'aménagement ils ont besoin à tel endroit, tel endroit. Ok? Ça, c'est le travail des géographes. Alors, les acteurs de l'aménagement, ils sont très nombreux. On avait vu cette vidéo sur le projet du parc éolien à Dunkerque, et avec le Louvre-Lens, on a finalement tous les acteurs de l'aménagement. L'Union européenne, on l'a dit, surtout pour le financement des projets, hein, donc avec le FEDER. L'État a longtemps décidé de ces politiques, mais aujourd'hui, ce sont surtout les collectivités territoriales qui interviennent. Parce que l'État a ce qu'on a fait à ce qu'on appelait décentraliser de grandes compétences. C'est-à-dire qu'avant, l'État décidait de tout. La France, le gouvernement à Paris, hein, si vous voulez, décidait de tout. Et en fait, ils ont décidé enfin, le gouvernement français a décidé que c'était plutôt aux régions ou aux villes de décider de certaines choses parce que ça les concerne plus directement. Donc, par exemple, le transport, l'enseignement, voilà, ça dépend plutôt des régions, des départements ou des villes plutôt que du pays. Les habitants sont aussi de plus en plus consultés pour éviter les conflits, hein, parce que c'est ça l'idée, c'est de savoir est-ce qu'ils sont d'accord ou pas, est-ce que c'est un projet qui leur convient ou pas, et on a beaucoup de consultations de projets. Par exemple à Dunkerque, pour ce parc éolien, les habitants ont été consultés. Ils sont pas toujours écoutés, mais ils ont été consultés en amont. On avait parlé aussi de Notre-Dame-des-Landes, où les habitants avaient vraiment, et puis d'autres personnes avaient vraiment lutté pour que cet aéroport ne soit pas construit, pardon. Parce que l'aéroport de Nantes devait être déplacé pardon, à Notre-Dame-des-Landes. Et finalement, au bout de beaucoup d'années de combat, le projet a été abandonné. D'accord? Donc voilà, les différents acteurs d'aménagement, les formes d'aménagement et pourquoi on aménage en France aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions, surtout, c'est un chapitre dense mais très important et finalement qui explique plein de choses autour de vous. Donc moi je le trouve très bien ce chapitre. N'hésitez pas si vous avez des questions.